année. La ferme est à 3 km d'ici, donc normalement c'était prévu d'aller la visiter, mais ça va être trop juste, là. On n'aura pas le temps d'aller en bas, de remonter, de voir ici. Donc vous allez me croire sur parole. Donc c'est une toute petite ferme qui fait une quinzaine d'hectares et c'est un fond de vallée, c'est humide. Quand je me suis installé, la ferme telle qu'elle est bâtie à 15 hectares en plus de mauvais état, c'est un fond humide, plus des coteaux qui sont en pente. C'était une ferme qui produisait classiquement ici des bovins de viande et du maïs. Donc voilà, c'était absolument pas le diable. On a quand même en Pays Basque un gros attachement à la ferme. La ferme est un peu quelque chose de sacré. Parce que la ferme, les gens passent et puis la ferme elle reste. Donc, la ferme, c'est ce qui fait le lien intergénération. Donc il y a un peu un devoir moral qui reste encore fort aujourd'hui, où il faut que la génération qui arrive, elle continue ce que les générations avant ont fait et transmette à la génération suivante. Donc un peu, moi j'ai baigné dans ce truc-là et donc j'ai repris la ferme avec l'obligation de transmettre à la génération suivante. Et donc pour pouvoir en vivre, le seul moyen c'était de faire un produit fini sur lequel on fasse la valeur ajoutée. Donc je voulais une production transformée et ici il n'y a pas, la production classique en production fermière, c'est le fromage atelier. Donc là il y avait des choses un peu balisées, un peu connues, bon, sauf que la ferme ne s'y prête pas trop. Et puis moi ça me plaisait moyennement les produits. Par contre le canard gras, il se faisait des oies et des canards, ça se prêtait aussi à la transformation. Donc je suis parti plutôt sur cette production qui était très adaptée à la ferme. La ferme, c'est un fond de vallée étroit avec un ruisseau. Et donc de tout temps, moi quand j'étais gosse, on mangeait plus souvent du canard que du poulet parce que les canards poussaient tout seuls en fait. On ne s'en occupait pas, les mères elles allaient couver au bord du ruisseau, elles pondaient, elles nous ramenaient les petits. Donc j'ai démarré avec les canards, mais j'ai démarré comme j'avais appris à l'école, c'est-à-dire de manière un peu industrielle, des choses très spécialisées. Donc sur les 15 hectares, j'avais fermé 1,5 hectare de prairie, donc des petits parcs. Et puis à côté, toutes les terres qui étaient jusqu'alors majoritairement en prairie, je les ai... Bonjour, c'est Prigini, retardataire. Continue. Voilà, au meilleur moment. Bonjour. Alors, je continue, donc sur ces 15 hectares là, j'avais mis 1,5 hectare de parcours, des petites prairies, avec quand même accès déjà au ruisseau pour que les canards puissent aller se baigner. Et puis à côté, j'avais retourné toutes les anciennes prairies pour faire du maïs, en monoculture. Donc au départ, ça a bien marché, aussi bien au niveau des canards qu'au niveau des cultures, parce que c'est des terres pauvres, mais comme quand on retourne une prairie, il y a un effet... les prairies, c'est ce qui arrange le mieux les terres. Donc quand on laboure une prairie, là, pendant 2-3 ans, ça vous donne du maïs, ça bloque. Sauf qu'au bout de 3-4 ans, ça a décliné très fortement. Et plus on mettait d'engrais et moins on récoltait, la terre de plus en plus dure, impossible à travailler. Au niveau des canards, on a augmenté les quantités, donc ça n'a pas loupé. Mais on a commencé à avoir des problèmes sanitaires. Coccidiose dans les petits, choléra dans les grands, on est obligé de vacciner, de traiter. Bon, ça tournait un peu à l'impasse. En même temps, on avait créé l'association des producteurs fermiers du Pays Basque où on réfléchissait sur un moyen de faire autre chose que des produits, afin de se distinguer par rapport aux productions industrielles. Et donc la réflexion, c'était de produire de manière plus en phase avec la nature. Et j'ai très vite, en réfléchissant avec les autres, j'ai très vite compris que dans mon système, le problème était lié à une trop grande spécialisation, à une trop grande concentration. Bon, c'était quelque chose que j'avais appris un peu à l'école, que les maladies, c'était lié quand même aux densités. Et donc j'ai essayé de les étaler sur plus de surface. Et ça a été miraculeux. Et c'est vraiment ça. La maladie, c'est pas une fatalité, c'est vraiment une sanction. Vous étalez un même nombre de canards. Vous avez sur 1 hectare, vous avez la maladie. Vous les étalez sur 5 hectares, il n'y a plus de maladie. Ça disparaît complètement. Et là, aujourd'hui, j'ai fermé tout le fond de vallée qui fait 10 hectares. J'ai tout clôturé avec une clôture électrique pour ne pas que les renards, les chats sauvages et les fouines viennent se servir. Tout
essayer de parler un petit peu plus fort parce que comme Ouais. Donc j'ai clôturé tout le fond de vallée et là aujourd'hui sanitairement on ne fait plus rien. Plus d'antibiotiques, plus de vaccins, plus de vermifuges, on ne désinfecte même pas les bâtiments donc on fait rien. Quand il y a certains techniciens donc, spécialisés qui viennent voir et ils croient pas, ils se disent c'est pas possible, ils nous mentent. Ah non, c'est vraiment la réalité. À partir du moment où on étale les bêtes sur la surface et les maladies elles disparaissent. C'est un peu. c'est pareil pour les hommes. C'est pareil, oui. Parce que vous avez les enfants, un petit enfant que vous avez chez vous, vous le mettez à la crèche, il tombe malade. On va grandir les crèches. Mais Et- de mettre à la crèche pour qu'il attrape les maladies d'enfantine, que les attraper bien plus tard, ça peut poser de plus grands problèmes. En connaissance de ça, le vécu. Et donc pour revenir à la ferme, donc d'étaler les canards sur plus de surface c'était bien, mais le problème c'est que comme la ferme est toute petite, mettre 10 hectares de parcours, il me restait après que 5 hectares pour faire l'alimentation. Donc il y avait quand même un problème que j'ai résolu en fait en imbriquant les deux. Donc aujourd'hui j'ai toujours 13 hectares et demi de culture et 1 hectare et demi de parcours, sauf que les cultures sont imbriquées avec les canards. C'est-à-dire que sur ces 10 hectares de parcours, il y a à peu près 8 hectares de champs, donc ils sont cultivés. L'été c'est principalement du maïs et les canards sont à l'intérieur du maïs. Donc je laisse tout le bord des champs là, en herbe. Donc c'est ça en fait, les parcours ça correspond au tour de champ qui sert pour les canards à faire le tour et moi qui me sert aussi comme j'utilisais plus aucun pesticide, je ne suis pas en bio parce qu'en canard grand il n'y a pas de certification bio, mais j'utilise aucun pesticide, donc je désherbe mécaniquement et donc du coup le fait de ne pas semer le tour de champ ça me permet de passer vers la punaise. Donc aujourd'hui ça fait un système qui est globalement au moins aussi productif qu'avant, tout en ayant des ateliers extensifs. Au lieu d'avoir les canards sur 1 hectare et demi, je les ai sur 10 hectares. Et le maïs, je sème pas les tours de champ et malgré tout, je récolte au moins autant qu'avant. Les canards ne mangent pas les couches de maïs au départ. Mais comme on ne gave pas l'été, on n'a pas de canards en élevage au printemps. Juste au moment où le maïs est sensible. Donc c'est sûr, si on le mettrait dans un petit maïs comme ça, il le déplume. Parce qu'avant de manger l'herbe, il mange le maïs, il raffole le maïs. Ah ouais. Et après, par contre, ça fait une très bonne. À partir du moment où le maïs est un peu haut, bon, et bien sûr, il broute les feuilles d'en bas, mais ça lui sert. Voilà, et il nettoie. Il mange les limaces, il mange les bestioles, il finit de nettoyer le bas, il fertilise le sol directement. Et puis en même temps, le maïs, lui, il fait de l'ombre au canard. Ça sert aussi aux protections. Quand il y a des rapaces comme ça, hop, ils aiment bien aller se cacher dans le maïs. Voilà. Et la culture du maïs, vous la faites toujours sur la même Mais je fais quand même des. de terre ou vous la faites tourner? Voilà, je fais des rotations en plus. Autrefois c'était monoculture uniquement, donc là je fais des rotations. Alors dans les fonds de vallée qui ne se prêtent pas trop aux céréales à la paille, je fais 3 ans de maïs, 1 an de culture d'hiver. C'est un mélange triticale. Triticale c'est du blé, mélangé avec la févrole, une légumineuse. Donc les deux ensemble, toujours ce souci de limiter les densités. C'est pareil pour les végétaux, c'est la densité qui fait la maladie. Alors, ici on a un climat pourri l'hiver, donc pour le blé tout ça ça pousse pas. Enfin, on a énormément de maladies, on ne ramasse rien. C'est pour ça que ici principalement il y a de l'herbe et du maïs, il n'y a pas de céréales à paille. Et donc là j'arrive à faire des récoltes correctes, plus que correctes même, en mélangeant en fait je mets du triticale à demi-dose, même pas demi-dose, 40% de la dose, avec févrole pareil 40% de la dose. Et les deux se complètent bien, les deux ne craignent pas le même genre de maladie, donc en fait ils s'isolent les uns des autres en fait. Et ça permet de se protéger des maladies, parce que la maladie ne peut pas se propager de l'un à l'autre. Et après je mets aussi beaucoup de... après avoir fait un triticale févrole, je sème des pâturages pour les canards. Je sème un mélange de plantes, de l'avoine brésilienne avec du trèfle incarnat, du chou fourragé. Et entre deux maïs aussi pareil. Je sème, et sans travail du sol. C'est un truc... sur les champs de maïs, je jette la semence, je passe le broyeur par-dessus, on appelle ça le semoir à forêt. Parce que dans les forêts, vous avez les graines qui tombent au sol et les feuilles mortes qui tombent par-dessus. Là on fait pareil, je jette la semence avec les pendeurs engrais et je broie les tiges de maïs par-dessus. Je passe le rouleau s'il faut pour bien appuyer. Et donc du coup, il y a les graines elles germent là, elles sont à l'abri en fait sous le paillage. Et c'est un gros avantage parce qu'après quand on met les canards, comme la terre n'a pas été travaillée, ça ne fait pas de boue. Alors que si on travaille un peu la terre, de suite ça vous fait un bourbier.
Et là, ça sort. L'élevage de canard, c'est bien, mais Ah oui, oui, c'est à terre battue. Alors que nous, on les a, en ce moment, ils sont dans l'herbe haute comme ça. les rapaces, vous en piquez quand même. Alors voilà, la clôture électrique, Ça fait pas le rapace. parce que la clôture, j'ai mis au point un système, vous voyez là, c'est des piquets, c'est piquets gris, en fait c'est du plastique recyclé. Hein. Donc le gros avantage c'est que c'est isolant, hein. Donc on a les deux fils d'en haut là qui sont électrifiés, et après il y a un grillage hein, qui est retroussé vers l'extérieur, donc là je laisse pousser la saleté, ce qui fait que le grillage est bien ancré au sol. Le renard il essaie de gratter un peu, il voit qu'il ne peut pas passer, il voit deux fils lisses au-dessus, donc il dit c'est à ma portée, je vais sauter par-dessus. Comme c'est quand même un peu haut, il est obligé de se frotter dessus. Donc là, il prend la castagne de sa vie. Il ne revient pas dans mon bras. Et les fouines, c'est pareil. Elles Et en grimpent plus, le- au mauvais endroit. ouais. Quand il y a un bon endroit pour prendre les T'as déjà sauté les gens Expérience avec Et faire pipi sur une clôture, c'est... Je me suis toujours méfié. Et les fouines et chasse sauvage, c'est pareil. Ils grimpent le long du piquet, ils touchent l'autre. Donc tout ce qui est prédateur à quatre pattes, ça va bien. Par contre, comme vous disiez, là, c'est le problème des buses, des corbeaux, des milans. Et j'avais un problème avec ça, que j'ai résolu cette année, avec des oies. Quelqu'un m'avait dit ça, mets des oies de Guinée. J'ai un copain qui avait un couple, il m'a amené 5 petits oiseaux, qui se sont trouvés être une femelle et 4 mâles. Et en fait, c'est très bien comme ça, parce que la femelle est très maternelle. Donc la femelle, je l'ai mis chaque fois avec des petits. Les petits, on commence à les envoyer dehors à 15 jours. Petit canard. Les petits canards. Donc on ouvre les portes à 15 jours et on met la femelle oie avec eux. Et là, dès qu'on a mis les oies, les pertes sont arrêtées. On en arrive aujourd'hui à rentrer en gavage plus de canards qu'on en a acheté. Parce que j'achète 310 canetons. Et en fait, comme on me met 2% de canetons en plus pour la mortalité, et en fait, du coup, comme on n'a aucune perte, on se retrouve à rentrer. Là, les derniers canards, j'ai rentré, j'en avais acheté 310, j'en ai rentré 312 et le renard en a mangé 3. Donc, vous voyez. Il a réussi. Oui, il avait trouvé un passage fait par un blaireau. Voilà. C'est quand même. Il y a quand même. Parce que comme la ferme elle est biscornue, hein, c'est un fond de vallée. J'ai presque 3 km de clôture. Donc ça fait du boulot à suivre. Voilà. Donc là, ça s'est bien réglé. Au niveau des pertes, donc les 3 premières semaines, je mets l'oie. Alors l'oie, pourquoi ça fait peur au... C'est quoi Ouais, puis, mais le fait même qu'elle soit là, oui, il voit qu'il y a une oie et puis en plus, comme c'est quasiment c'est proche au niveau espèce, hein, les oies et les canards, les petits canards, ils font comme si c'était leur mère. Hein. C'est surprenant, hein. Ils sont très attirés et donc ils se mettent de suite. Et l'oie c'est pareil. Hein. 300 canards 300 canetons Eh bien, Ah oui, oui. Mais en plus de les protéger, ça sert c'est vraiment la mère poule. Hein. Quand on les change de part, eh bien, on ouvre la barrière, elle y va. Et puis si tu veux pas, elle revient les chercher, elle crie, elle repart. Et donc elle montre. Et c'est pareil après, quand ils sont un peu plus grands, j'enlève la femelle, je mets un mâle qui sert de grand frère. Ah oui. Et comme là, je les mets dans les champs après, c'est les grands champs qui font un hectare et demi, 2 hectares. Donc il y a le ruisseau, il y a 200-300 mètres de ruisseau, plus des bords de bois et tout ça. Et donc le mâle leur montre où est-ce qu'il y a des choses intéressantes, où est-ce qu'on peut trouver des limaces, le ruisseau, comment on s'en sert. Donc ça fait une très 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 bonne complémentarité. J'en suis vraiment content, c'est vraiment une découverte. Et vous les mangerez, ces oies, un jour? Ah non, là, La famille. elles sont trop précieuses. Hein. T'as mis combien de temps, moi Je sais pas trop, mais là ça fait même pas un an que je les ai. Hein. Voilà. Donc après, au niveau canard, vous les voyez là. C'est pas si vous avez vu des élevages de canards, normalement c'est des canards blancs et noirs. Ici c'est des canards qui sont marrons avec noir. C'est en fait le canard mulaire qui se faisait il y a 45 ans. Vous voyez au niveau couleur, on voit que l'ascendance. C'est du colvert domestiqué en fait. La mère c'est du colvert domestiqué. C'est le canard commun hein, qui est du colvert domestiqué. Ils sont beaux, non, ces canards là Ils sont pas très. dans les fermes. Non, autrefois on avait des souches lourdes qui étaient bien plus gros que ça. Hein. Bon, la plume est très
comme ils vont en ruisseau, tout ça, ils ont une oui, plume ils qui est sont, vraiment bien développée. Pourquoi un canard de cette variété de canard? C'est pas le canard blanc qu'on voit dans les élevages de la Chalosse. Il y a 40-50 ans, il n'y avait que celui-là, même en Chalosse. Hein. Comment il s'appelle celui-là? Ça, c'est une race Nous, on ancienne, l'appelle Criachira ou Carancalea en basque. Hein. Mais c'est le. Bon, c'est un mulard. Hein. Ah, Le c'est un mulard, 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 c'est dérivé de mulet, ça veut dire que c'est un hybride en fait. Hein. Comme la mule, c'est un dérivé entre. C'est un hybride entre le cheval et l'âne. Là, c'est un hybride. Donc, c'est la mère qui est de race locale, donc on appelle Criachira. Et le père, c'est mâle barbarie, vous savez, c'est canard sud-américain, qui a une boule rouge sur le bec. Et donc, il y a 40-50 ans, c'était ça qui était utilisé comme un mulard. Le problème, c'est que la mère, là, de race locale, elle ne pompe pas beaucoup d'œufs, donc le petit canard coûte cher à produire. C'est en plus des canards qui poussent lentement. Il faut au moins les élever 2 semaines de plus que les souches classiques. Et puis, c'est des canards qui ont la peau et les os très fins. Et donc, ils pèsent moins lourd quand on va au poids, ça pèse moins que. Et donc, il y a une quarantaine d'années, les sélectionneurs ont fait rentrer des canards chinois, la canne Pékin, ce qu'on appelle la canne Pékin, qui est la canne blanche, qui pond beaucoup d'œufs, qui a une peau épaisse et gros os. Donc ça, Là, ils ont plus de viande. et bien, en fait, j'ai un collègue qui s'est. Donc, avant, on avait ces souches-là qui étaient blanches et noires, hein, ou un peu marron, mais surtout blanches et noires. J'ai un collègue qui s'était amusé à dépioter. Donc, les autres font 1 kilo de plus hein, que cela. Hein. Il avait tout dépioté, il avait pesé la viande. Il y avait autant de viande. La différence, c'est que là, l'os est fin et la peau aussi est fine. Sur les magrets, on a une peau qui est très, très fine. Sur les cuisses, c'est juste un voile. Hein. On voit quasiment la viande à travers la peau. Ils font autant de gras que les autres canards. Non, c'est moins gras. C'est bien gras. La peau est moins épaisse. Le foie est pareil. En foie, on en fait quasiment pareil. Ouais. Donc on en fait aussi plein de filles. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, nous on n'a rien dit à nos clients, ils ont de suite vu la différence. Et aujourd'hui, contrairement aux collègues qui ont plus de mal à vendre la viande que le foie, nous c'est le contraire. En viande, on est tout le temps en rupture de stock. Pour gaver, cette variété, Elle est un peu plus délicate à gaver aussi. Il faut la gaver un peu plus longtemps. Encore que. Ça, le professionnel. Ah oui. Oui, oui, on ne peut pas la mener. En plus, elle marque beaucoup plus de saisons. Hein. Au printemps, par exemple, ils sont intenables. Hein. Là, actuellement, je gave jusqu'à début juin. Je pense que je vais arrêter vers la mi-mai. Hein. Parce que là, on arrête pendant 15 jours à Noël, pour Noël 1er de l'an. Tant pis, on va continuer à gaver pendant les fêtes pour ne pas avoir à gaver au printemps. Parce qu'au printemps, ils pensent qu'à faire les cons. Hein. Ils sont en train de voler par-dessus les barrières. Enfin, ils sont. De la 104. Ah, parce qu'ils n'ont pas les ailes coupées. Non, canards. non, non, Ah non. oui, d'accord, donc ils pourraient s'envoler s'ils voulaient. Oui, oui. D'accord. Et ils s'envolent, ils ne se gênent pas. Ils reviennent. Ah, vous leur coupez pas les ailes, quoi. Ah non, mais bon, les portes sont fermées, mais j'en trouve dans le couloir. j'en trouve. Ah oui, d'accord. Mais quand ils sont à l'extérieur, il n'y a pas de danger. Mais ils n'arrivent pas à décoller vraiment. Là, ils arrivent à 1 mètre de hauteur, mais après ils se prennent la clôture. D'accord, ok. Mais s'ils aiment bien, autrement, parce que comme les bords des champs sont, c'est un peu les coteaux, quoi. Ouais, ouais. Donc ils montent sur la pente, de là ils décollent. Mais bon, arrivé en bas, ils se prennent la clôture. Mais en fait, ça arrive, hein. Ça m'est arrivé, on trouvait 2-3 qui étaient passés par-dessus la clôture, ils étaient sur la route. Donc là, ils étaient comme des cons, parce que là, ils ne pouvaient plus rentrer dedans. Hein. Ceux-là, ils ont 17 semaines, 4 mois un peu. Il passe en gavage quand alors? Mais en fait, on achète 300 canetons toutes les 3 semaines pour rentrer ensuite en gavage 100 canards toutes les semaines. Donc on commence à 15, 16 et ceux-là à 17. Ils ont 18 maintenant, hein. Ils sont là depuis une semaine. Et quand vous les gavez, ils restent là, ils Ouais. sortent du pré, quoi, c'est ça. Oui, C'est fini, ils c'est reviennent les pas, derniers 15 jours. Voilà, Hein. c'est ça. C'est la période d'engraissement. 15 jours là. Donc on les monte avec la remorque, là, la remorque où il y a des plumes. Hein. Voilà, on baisse la porte à l'arrière qui fait le pont. Oui, Hein. après, ils On reviennent les tout, grimpe, on les met avec l'autre chariot qui est derrière, on les met en place et puis ils restent là jusqu'à la fin. Ils ont un peu 4 Ouais. Oui, mais c'est beaucoup, hein. Les souches, les autres souches, ils sont gavés. Enfin, les industriels gavent vers 11 semaines, 10-11 semaines, pas plus. Hein. Les souches qu'on avait avant, c'était 14 semaines. Là, vous voyez, c'est 16 semaines. Ça faut aussi très vite alors. Ah oui, oui, oui. Très vite, Oui, oui. Après, si vous voulez, on fabrique l'aliment nous-mêmes, mais l'aliment est étudié pour qu'il pousse quand même bien, quoi, qu'il pousse vite. Hein. Et l'abattage se fait ici aussi?
Ouais, ben on va aller voir si vous voulez. Je vais vous expliquer peut-être le principe parce que cette salle de gavage, c'est en fait un prototype, c'est moi qui l'ai inventé, ce système de gavage. J'ai essayé en fait tous les systèmes de gavage. J'ai commencé sur la paille comme ça se faisait autrefois. Ensuite j'ai mis des parcs de gavage, c'était des parcs de 3 mètres par 1, c'était le truc qui se faisait il y a 20 ans. Ensuite, quand j'ai fait ce bâtiment, j'ai mis des cages individuelles, c'était à la mode et donc j'ai essayé. Et puis bon, nous, déjà pour les canards industriels c'est pas terrible, mais les nôtres qui étaient habitués dehors à avoir beaucoup d'espace, à beaucoup batailler, se retrouvaient enfermés dans une cage, ils étaient comme des fous, hein. Ils étaient en train de batailler, ils se mettaient les ailes ensemble, enfin c'était pas du tout, ça allait pas. Donc au bout d'un an, j'ai cassé les cages, j'avais inventé un premier système. À l'époque un fabricant de cages qui était à côté ici, Moé. Donc Bruxelles parlait d'interdire les cages, donc il m'avait dit bon, on va demander une aide à l'ANVAR et on va le breveter. Donc on avait eu un soutien, on avait breveté, j'avais vu comment ça se passait pour les brevets. Puis du coup, bon, l'interdiction avait été repoussée, donc ça était resté là. J'ai continué à perfectionner mon système et j'ai mis celui-ci au point. Donc j'ai breveté là moi-même. Et donc depuis, j'ai été mis en contact avec 2 jeunes ingénieurs là, qui sont à Montléon, qui ont un bureau d'études tout à fait pour l'aviation, c'est vraiment tout à fait pour autre chose. Mais ils voulaient, comme là ils sont sous-traitants en fait, des gros groupes aéronautiques, ils voulaient être indépendants au niveau d'un produit. Donc ils étaient intéressés par développer ça et donc on a monté une SARL à 3 et on commercialise le système. Donc on bataille un peu avec les industriels parce que en fait ils trichent avec le texte. Il y a le texte européen qui dit entre autres que le canard doit pouvoir battre des ailes. Donc là il bat des ailes, il n'y a aucun problème, on le voit bien. Oui, on l'a vu. Mais bien sûr ça coûte cher de faire des grands parcs, ça coûte beaucoup moins cher si on les fait plus petits. Et donc voilà, il y en a qui sont partis sur des tout petits logements où les canards ne battent pas des ailes. Mais bon, comme ils sont tellement puissants, ils ont obligé le gouvernement à accepter ça. Enfin, il y a quand même des problèmes parce qu'il y a une grosse centrale d'achat suisse qui s'appelle Micro qui a envoyé son vétérinaire pour voir comment c'était. Et le vétérinaire, il est allé chez Maïsadour, il a dit non, ça c'est pas bon, montrez-moi autre chose, c'est pas bon non plus. En dernier ressort, ils ont été amener le vétérinaire chez un producteur fermier qu'on avait équipé avec un système comme ça. Et là, le vétérinaire il a dit là c'est bon. Et donc ils ont dû équiper des salles pour pouvoir fournir Micro. Ils ont dû équiper des salles avec notre système. C'est bien, bravo. C'est le Et client donc qui le pousse, principe c'est... bon, on va aller au bout parce que pour que les canards avancent, il vaut mieux que personne ne devant. On rentre les canards le dimanche soir et au bout de 15 jours le lundi matin, je prends les canards un par un, je les palpe, comme j'ai l'habitude, je les retourne, je palpe le ventre et j'arrive à sentir la taille du foie. Voilà, je vois ceux qui ont le foie assez développé, ceux-là on les met dans les charrues pour aller les abattre. Et les autres je continue à battre. 2 jours de plus. Donc c'est 15 jours minimum et en fonction, vous voyez, si vous mettez pas plus. Voilà. Donc les premiers ont 15 jours, enfin 14 jours et demi. Donc, le mercredi de nouveau je refais un tri. Donc là on tue pratiquement tout ce qui reste. Il reste à peu près 10% que je passe à la bande suivante. Donc ceux-là ils ont carrément 3 semaines. Là il y a les premières cases là, c'est des canards qui sont partis pour faire leur 3e semaine. Donc, tout le garage c'est pas ici. Ouais. En fait on a trois petites salles. Chaque semaine on remplit une salle et on vide une salle. La mercredi on vide la salle du fond là-bas. Donc il va être nettoyé. Ceux-ci vont être travaillés la semaine prochaine. Et donc ceci la semaine d'après. Voilà, c'est un peu. La machine à laver, c'est cette machine là. Donc nous on gave au maïs grain entier, hein. Donc c'est pas de la pâtée, hein. C'est vraiment du C'est maïs. uniquement du maïs et de l'eau, il n'y a rien d'autre. Et donc on fait cuire, là le maïs est en train de cuire, hein. Il y a une chaudière à gaz avec une pompe, un échangeur qui fait circuler l'eau. Le maïs cuit. Oui, on le fait cuire pour le ramollir, pour qu'il soit plus facile à digérer. Oui, c'est un contacteur et après il y a une minuterie qui sert pour le dosage. Ah oui, d'accord. C'est du maïs donc, qui a été cuit pour qu'il soit plus facile. comme ça, Là il- on rentre l'angle, que du maïs, il est trop dur. Toi. Ah oui, d'accord.
culture de maïs population, c'est-à-dire pas des hybrides, hein. Les maïs Ici local, quand vous semez Voilà. où vous récoltez enfin, local. En partie, il y a du Grand Gros Basque, hein, qui était la variété locale, mais qui s'est pas mal dégénéré puisque ça a été gardé dans des jardins. Et donc le maïs, ça bouge très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et donc là, ça a été gardé dans des jardins, plus un plus décoratif, ce qui fait qu'au niveau productivité, c'était pas trop ça. Donc j'ai un copain, lui, qui l'avait mélangé avec des maïs du monde entier, des maïs irakiens, italiens, espagnols. Et moi, j'ai récupéré une partie de ces graines. Et, enfin, lui sélectionne pour faire du maïs en silage, moi, je sélectionne pour faire du grain pour garder. Et donc, je fais du pillage génétique à l'envers, c'est-à-dire que je mets 4 rangs de ma population, et puis à côté 4 rangs d'hybrides commerciaux, mais des hybrides de maisons différentes pour avoir une grosse variété génétique. Et je laisse le tout voilà. ensemble. Et je choisis après les graines qui me semblent intéressants. Mais ça avance très très vite, hein. En quelques années, j'arrive à avoir des résultats très intéressants. Vous arrivez à ressemer avec votre propre Ah oui, là je production. ressème. Parce que les, Non, les actuellement, hybrides je- achetés dans le commerce sont protégés normalement. Ça fait pas la semence ici. Si, ça fait. Ça fait Le problème, c'est que comme ce sont des hybrides, si vous voulez, c'est spécial le maïs. Normalement, ça fonctionne toujours en fécondation croisée. Et là, ils font ce qu'on appelle des lignées. Ils mènent des maïs en consanguinité. Mais plus que la consanguinité, ils se font auto-féconder. Ah ouais. Ils font des clones en fait, hein, c'est des clones. Et ensuite, des clones qui croisent ils croisent des clones différents pour faire des hybrides. Si on ressème de l'hybride, vous avez une partie qui ressort en clone, donc des trucs qui sont minables, quoi, vous avez quelque chose de très hétérogène qui est minable, donc les gens ressèment pas, parce que ça vaut pas le coup. C'est pour ça que ça va. Mais on peut le ressemer. Ah oui, on peut Le problème, c'est que vous avez quelque chose qui est minable. D'accord. Que quand on fait une sélection sur des populations comme on a nous, c'est aussi c'est plus hétérogène que des hybrides, mais c'est quand même le résultat globalement est plus correct que de ressemer des hybrides. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques grains rouges. Alors, au départ, j'avais gardé des maïs rouges parce que le Grand Gros Basque, c'est en fait des grains comme ça, des grains rouges. Et voilà, mais quelqu'un m'a dit, mais fais attention, tu risques d'avoir des foies foncés avec ça. Donc du coup, j'en mets moins. J'ai un peu le deuil parce que c'est vraiment des beaux maïs. Hein. C'est des maïs qui ont voilà, et puis ils ont les épis à cette hauteur, ils sont hauts de 4 mètres. L'origine du maïs, elle n'est pas plutôt comme ça, rongelée. Mais celui qu'on avait ici en Pays Basque, le Grand Gros Basque, il était comme ça. Hein. Il avait cette couleur. Au Mexique et aux États-Unis, on en trouve des comme ça. Ah oui, oui, mais il y a toutes les couleurs. Il y a des blancs, il y a des... Pas de maïs. Ah ouais, ouais. Vous Mais utilisez là, il y a pas de tout, ouais. Vous n'utilisez pas du coronet comme maïs pour au moins abîmer au gavage? Mais Ça, c'est des dentés. Ouais, mais les dentés, a priori, auraient plus de farine, plus d'amidon Ouais, que mais les cornes. ils abîment davantage. Bon, une fois ouais. C'est une impression, ça. Ah ouais. Ouais. Non, au niveau richesse en amidon, c'est plus riche les dentés. C'est vrai que moi aussi, il me plairait plus, hein, les cornets. Hein. Ouais. Et les grains ronds, mais il y a des études qui ont été faites qui montrent que les dentés ont plus de farine. Alors, je les crois sur parole, mais... ouais. Je vais vous montrer quand même comment marche le Surtout système. s'ils sont plus fragiles. Hein, Ah mais ça va vite, hein. Je vais les bloquer pour vous montrer. Les 100 canards, là, une fois qu'ils sont bloqués, le gavage, ça dure... En fait, c'est la machine qui limite. Au départ, quand la dose est petite, je mets un quart d'heure pour 100 canards. Un quart d'heure, 5 quarts Et après, quand la dose est plus forte, je mets 20 minutes parce que voilà, il faut que j'attende que la dose passe. voilà, passe. On a bien écouté. Vous me comprenez? On va se recentrer un peu sur le chocolat. On va se faire. Un peu d'action. Moi, j'ai fait les manuels. Aujourd'hui, les salles, par exemple, on monte les salles de 30 mètres. C'est avec un projecteur et Et c'est un système très rustique, en fait. C'est des câbles qui sont... Donc ça, ils sont Ces machines-là, ça les met. C'est vous qui avez conçu. Ça, c'est le prototype. Ça, c'est le prototype, c'est moi qui l'ai fait. Et vous le vendez ailleurs? Vous le commercialisez? Dans mon équipe, Vous
Vous avez déposé le brevet? Il y a une réflexion. Oui, la baisse, elle est... Il n'y a pas de risque que les canards restent positionnés sur lui. Déjà, c'est pas la tête. Ça s'appelle le parc. Ouais. Avec la grille aussi qui est... Simplement, il rajoutait la grille. Là, je n'arrivais pas vraiment à enseigner. Normalement, c'est ça le brevet en fait, c'est qu'on a les barrières. Au départ, quand ils s'en mettent les barrières. Cette saison, on a une saison parce qu'on fait beaucoup de ventes par correspondance. Et donc la moitié des ventes de l'année, on les fait sur 2 mois, novembre, décembre. Donc à cette époque-ci, on a un saison. Alors, l'abattage, je ne sais pas si tout le monde a entendu là-bas, c'est qu'on gave les canards une quinzaine de jours. Et donc le lundi matin et le mercredi matin, j'attrape les canards un par un, je les palpe pour voir la taille du foie. Ceux qui ont le foie s'est développé, on les abat, les autres continuent à gaver. Donc, il fait qu'on a chaque semaine 2 cycles de production, de transformation plutôt. Le lundi, mardi et puis mercredi, jeudi. Donc le premier matin, on tue les canards, donc on les amène avec le tracteur ici, dans le godet du tracteur. Le canard est attrapé, on met un peu de canard ici, on fait 2 électrodes, on les chaque côté du cerveau qui les étourdit. Donc ça ne les tue pas, ça les étourdit. Ils sont inconscients quelques minutes. Donc tant qu'ils sont inconscients, on les met la tête en bas. Et avec une lame fine, on coupe les carotides pour le saigner. Eh ben, il souffre pas. C'est bien. Ouais. Après, bon, ce truc électrique, c'est pas instantané, c'est pas l'idéal. Ce serait plus simple un système de marteau qui tape sur la tête. Ce truc électrique là, c'est pas. Bon, le canard il se raidit, mais il met un peu de temps. À un moment donné, c'était voilà, tout ce qui était électrique, c'était magique. Donc on mettait l'électricité partout. Alors un système mécanique tout bête, un système qui tape sur la tête, ça serait. C'est réglementaire, de toute façon. C'est obligatoire. la réglementation qui impose comme ça. C'est obligatoire. l'abattage. Voilà, donc une fois qu'il est saigné, on le met en suspens par les pattes, et là il y a une turbine qui remue de l'eau chaude, parce que la plume assez comme ça, elle est dure, on ne peut pas arriver à l'enlever. Donc on trappe le canard dans l'eau chaude pendant à peu près 1 minute. Donc une fois qu'il est trempé, ça remonte, là on l'attrape. Donc là on travaille à 3, la salariée elle abat les canards, elle les met à tremper. Moi je les plume ici, la plumeuse. Et après on les met en suspens. Avec le boulot se fait ici, c'est pas du boulot qui pince en fait les plumes et qui les tire vers en bas. Donc là on fait tourner le corps du canard. Et après, voilà, c'est ça. Pourquoi vous voulez passer? Il y a des machines à extraire qui ont ce principe-là. Il n'y a pas des lames. Là, ça fait pas Moi, je me les garde, les poils. on fait le cou, toutes les extrémités en fait, on fait là. Ah, d'accord. Tout ce qui est inaccessible ici, en fait, on le fait. Et la plume, elle tombe où? Et on a des paniers qu'on met sur les côtés. Et si vous jetez cette plume de canard, vous faites quoi? Là, depuis 2-3 ans, on jette, oui. Enfin, on jette, on le composte avec les viscères de canard parce qu'on n'a plus de ramasseurs. D'accord. Donc, quand j'ai démarré il y a une trentaine d'années, la plume elle était achetée. Bien sûr. C'était Oui, une marchande qui passait. C'était payé 5 francs par canard. c'est bien la plume de Dodo, canard. c'est- C'est Ouais, bien. les de la bonne plume comme les canards du nord, ça va, de la mer, c'est le même. Ah oui, c'est la bonne plume. Mais les canards gardés. Surtout là, il y a un collecteur là, qui m'avait dit, parce que notre collecteur habituel était en malade, je ne sais pas s'il avait, et pendant 1 an, c'est un autre qui venait de Pau. Il m'avait dit qu'on avait une très très bonne qualité du fait qu'on avait des canards qui allaient au ruisseau. Fait aller au ruisseau. Ouais. C'est dommage alors. Ouais. Mais il y a des fabricants de Oui, mais le truc c'est qu'ils vont
Non, uniquement dans les gros abattoirs. Parce que faire une collecte chez les petits producteurs, Moi j'en connais un collecteur à Montfort-en-Chaleur, qui a arrêté aussi, il a 5-6 ans, qui faisait que les petits comme vous. voilà. Il a arrêté. Et là, c'est pareil, celui qui était ici, il a pris sa retraite et une fois qu'il a pris la retraite. Parce qu'après, ce qui est intéressant pour les gens comme Pyrénex et autres, c'est que ce sont que les gros producteurs. Et C'est Pyrénées qui fait les. Pyrénex, c'est une zone avec ça. Ils sont quasiment tout seuls. Oui, ils sont tout seuls aujourd'hui. Parce que même ceux qui étaient à Dax, qui faisaient les duets, ou je ne sais plus comment ils s'appellent, là, je crois qu'ils ont arrêté. Voilà. Et après, les finitions ici. Mais ça fait un bon compost, après. Oui. Mais bon, c'est dommage. Bah après, ça dépend ce qu'on fait du compost. Oui. On peut faire du compost avec autre chose que autre chose, je suis d'accord. Oui, mais avec le temps, ça va mettre du temps à se décomposer. Voilà, donc ici les finitions, beaucoup de chalumeau. Ça va dans... C'est quoi le chalumeau? Pourquoi faire? Non, il y a des poils transparents. Tout ce qui est visible, on enlève. Et puis il reste. En même temps, de passer un coup de chalumeau sur le plan sanitaire, c'est bien. Ça désinfecte. Ça désinfecte. Ça stoppe les proliférations de microbes qui avaient commencé à se faire en surface. Et donc après, on passe en chambre froide. Donc ça dure à peu près, on commence vers 9h30, 9h30, c'est terminé. On a en général une cinquantaine de canards. Donc il nous faut à peu près 1h30 à chacun. Et donc après, on les passe, on a une chambre froide avec un groupe qui est surdimensionné et donc qui permet de refroidir très rapidement les canards. Alors, non, quand on a tué un chariot, on le met au frigo pour le bloquer, pour bloquer le développement, et quand on a fini de tuer, on inverse les chariots, celui qui était au frigo, on le met ici pour éviscérer en suivant. Donc on fait des éviscérations à chaud. Traditionnellement, autrefois, en le temps, on laissait refroidir le canard, on coupait le lendemain ou le surlendemain. Le problème, c'est que sur les foies de canard, ça fait beaucoup de foie. Le foie, une fois qu'il a durci, si on le met à cuire, il peut perdre jusqu'à. D'ailleurs, la législation dit que la législation autorise 50% de fonte. Ça serait invendable au jour d'aujourd'hui, mais voilà. Ça veut dire quand même qu'autrefois, c'était quelque chose qui était très mal maîtrisé. Et on s'est rendu compte en fait qu'en éviscérant chaud, sitôt le canard tué, en enlevant le foie tout chaud, on maîtrisait beaucoup mieux la fonte. C'est ce qu'on fait depuis quasiment le départ. Donc, une fois les canards abattus, immédiatement on enlève le foie, en suivant. Donc on travaille à deux. Avec ma femme, ici elle a une poubelle, elle me met le canard, elle me le passe de l'autre côté. Moi je fends la carcasse, j'enlève le foie, puis je le classe en deux catégories, ceux qui sont en foie extra pour faire du foie entier, et puis les autres pour faire du pâté ou du bloc. Donc après je lui repasse le canard ici, et elle éviscère, elle récupère les gésiers, elle le pèle. Donc là, il faut de nouveau à peu près 1 heure, ce qui fait que 10h30, 11h moins le quart, on a fini d'être éviscéré. Donc après, les foies en suivant sont préparés pour être mis soit en semi-conserve, soit en conserve. Ah, vous faites de suite à chaud, quoi. Ouais. Et puis, ça a un gros avantage en plus, c'est que comme on va très vite, on ne laisse pas le temps aux microbes de se développer. Donc du coup, sur des préparations, sur des mi-cuits ou de semi-conserve, on arrive à avoir des temps de conservation qui sont importants. En semi-conserve, on est sur 1 an et demi de conservation, en mi-cuit sur 4 mois. Et ça a un avantage, c'est que quand on laisse vieillir un produit, ça s'affine, ça gagne. C'est quoi semi-conserve? C'est du produit pasteurisé. C'est la cuisson sous vide, mais en cuisson sous vide, on fait soit la semi-conserve, pasteurisé à 75 degrés, soit du mi-cuit à 68 degrés. D'accord. C'est pas du stérilisé, quoi. Ah non, non, c'est pas stérilisé. Mais voilà, celui qu'on a cuit à 75 degrés, on le donne pour 1 mois, 1 an et demi de conservation. On a des clients qui le gardent 2 ans. Parce que s'il a plus d'1 an, c'est vraiment autre chose que s'il a 2-3 mois.
vraiment un produit. Ouais, ça finalise. Ça gagne en puissance, en persistance de goût. Voilà. Donc, en général, pour midi et demi, c'est fini, c'est en train de cuire. Pendant ce temps, les viandes sont mises, enfin les carcasses sont au frigo, elles se refroidissent pour l'après-midi 2 heures, c'est refroidi à cœur. Donc en suivant l'après-midi, c'est découpé. Donc on sépare les morceaux, tout ce qui est pour faire les confits, on les met au sel. Vous connaissez le principe des confits. La viande découpée, on met dans des bacs une couche de viande, une couche de sel, une couche de viande, une couche de sel. Donc ça reste 24 heures dans la petite chambre froide qui est là-bas. Du sel, le salisse. Aujourd'hui, oui, il n'y a plus que ça. Voilà, et puis les magrets, les aiguillettes, on les met sous vide. On en fait un peu en confit aussi, mais on vend principalement ça. Donc ici, c'est la pièce où on prépare le matin, on prépare les foies et l'après-midi, on fait les découpes. Et les abats, les coups, Alors, il y a tout ce qui est viscère, c'est composté avec les plumes. Les pâtes, les boudelles et les carcasses, c'est un chasseur qui a une meute de chiens qui vient les chercher. Et après, les coups farcis. Non, on ne fait pas de coups farcis parce que nous on travaille le bocal, et en bocal, faire des coups farcis, c'est pas terrible. Ça fait des grosses boules, c'est pas. Non, on fait des rillettes avec. Tout ce qui est coups, quelquefois les carcasses, aussi les ailerons en partie, on fait des rillettes.